Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Justice et Promotion. Et comme vous le savez, cette émission est soutenue par l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, qui est dirigé par Maître José Yombo Pangela. Avec lui, c'est chaque semaine qu'on a un nouveau numéro pour, d'une manière ou d'une autre, éclairer la lanterne de la population sur les domaines des droits et de justice. Ainsi, nous savons que ça devient de plus en plus intéressant pour vous, selon qu'il y a des appels et des sollicitations. Merci d'être nombreux devant vos petits écrans. Maître José, bonsoir. Bonsoir, M. Clément. Je suis content de vous voir encore. J'espère que cette grande ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, se porte bien. L'ASBEL se porte bien et l'ASBEL évolue dans ses activités. Voilà. Et naturellement, c'est chaque 3 octobre que l'humanité célèbre la journée internationale de l'habitat. Et vous, étant dans le domaine des droits, quand vous voyez les thématiques évoluer, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais l'habitat, d'abord l'habitat, c'est le logis. Voilà. La demeure d'un être humain. L'habitat est d'une grande importance, d'autant plus que il fait partie de l'identité d'un être humain. Parce que un individu sans habitat, il vit dans un état nature comme un animal. Et les textes même internationaux prescrivent que chaque État doit être en mesure de donner à sa population un habitat. Et on ajoute même un habitat décent. Est-ce que l'habitat est si important? Oui, l'habitat est très important. J'ai fait allusion. Les personnes qu'on appelle sans domicile fixe. SDF. Les SDF. Ouais. C'est péjoratif lorsque on vous dit que vous n'avez pas de domicile fixe. Mais pour avoir un domicile, il faut avoir un habitat. Parce que sans habitat, vous ne pouvez pas avoir un domicile. N'est-ce pas? Et l'habitat, c'est un des facteurs de développement. Avons-nous une politique d'habitat dans ces pays, la République démocratique du Congo? Oui, mais une politique très timide, on ne la sent pas encore. Pourquoi vous dites timide? Timide, oui, parce qu'on ne voit pas les maisons que l'État a construites pour le compte de sa population. Non, il y a des maisons de CNSS, par exemple, à l'époque on appelait INSS. Ça, c'est déjà quelque chose. Oui, mais quand vous parlez de CNSS, INSS, c'est des maisons construites avec les cotisations des travailleurs. C'est des maisons construites avec des cotisations des travailleurs. De la SNEL, c'est quand même des entreprises publiques, Maître José Yomo. Oui, mais des entreprises publiques dotées d'une personnalité distincte de celle de l'État. N'est-ce pas? Vous voyez les maisons type Onel. N'est-ce pas? C'est ce genre de projet que l'État devrait développer pour le besoin de l'habitat. Alors, lorsque une entreprise publique, comme l'ONATRA par exemple, lorsque l'ONATRA construit des maisons, c'est pour ses travailleurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, vous comprendrez que quand une entreprise publique construit des maisons, c'est uniquement pour ses travailleurs. Est-ce que l'État peut donner à toute la population un habitat? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible dans le contexte congolais. Nous n'en sommes pas encore arrivés au niveau où l'État peut avoir le moyen de fournir l'habitat à toute sa population. C'est dans le contexte congolais. Dans le contexte congolais, même ailleurs. C'est pas évident, même ailleurs. Aux États-Unis, vous trouverez toujours qu'il y a des gens qui habitent dans des maisons qui n'ont pas été construites par l'État. Donc, c'est un secteur où l'État, concurremment avec la population, donne de logis aux compatriotes, aux citoyens. Alors, si ce n'est pas possible que l'État donne un habitat décent à tout le monde, qui pourrait le faire?
Oui, les particuliers peuvent mettre leur maison en location pour le besoin de la cause. Des particuliers Oui. ou des entreprises privées ou quoi? Oui, il y a des entreprises qui construisent à des fins locatives. C'est possible. Mais c'est un domaine où il y a une libre concurrence. L'État n'a pas interdit aux particuliers de construire et de faire louer, ou de construire et de vendre, n'est-ce pas? Et l'État lui-même peut s'arroger. On parle de maisons, de logements sociaux. Donc l'État construit et les met à la disposition des fonctionnaires, les met à la disposition des citoyens. Et c'est l'État qui détermine le critérium par lequel on peut accéder à un logement social. Alors, si les particuliers peuvent mettre à la disposition de leurs compatriotes des maisons, des logis, c'est à quel titre en ce moment-là? Oui, c'est en tant que bailleur. En tant que bailleur. Bien sûr, en tant que propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison met en location sa maison et il devient bailleur. Il devient bailleur. Oui, c'est lui qui prend la maison devient locataire. Voilà, je devrais vous dire qu'à ce point où nous sommes arrivés, les mots sont sortis, puisqu'on évoque les droits des bails. On devait d'abord introduire l'explication de l'habitat. Et Maître José Yombo Chimpangila l'a bien fait. Nous parlons des droits des bails, puisque souvent, cette situation est au centre de nombreux conflits dans notre pays, la République démocratique du Congo, en commençant par la capitale, Kinshasa, et dans beaucoup d'autres villes. Ainsi, aujourd'hui, en tout cas, nous allons circonscrire ces gros dossiers, les droits des bails avec Maître José Yombo Chimpangila, qui se trouve être le patron de l'ASBEL, de Salomon Justice et Promotion. Maître José, une question introductive aux droits des bails. Qu'est-ce que les droits des bails? Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec des mots simples? Parce que, écoutez, tout le monde n'est pas juriste comme vous, oui. Tout le monde n'est pas avocat comme vous. Oui, quand vous parlez de la simplicité, passons aux faits. Beaucoup de gens ne sont pas propriétaires de maisons. Ils louent. Et en louant la maison d'autrui, il y a des obligations qui naissent de part et d'autre. Des obligations qui naissent du côté du bailleur, des obligations qui naissent du côté du locataire, des droits qui naissent du côté du bailleur, et vice-versa avec le locataire. Donc le droit de bail, c'est le droit qui régit la location. Il est réglementé par une loi dans notre pays, je dirais même par deux lois distinctes, où les droits et les obligations des partenaires au bail sont définis. Ainsi, les normes, toutes les normes liées à la conclusion du contrat de bail, à la cessation du contrat de bail, à l'exécution du contrat de bail, sont préétablies. Ok. Donc, toutes ces règles, passez-moi une minute. Oui, allez-y. Toutes ces règles constituent le droit de bail. Alors, j'aimerais savoir, puisqu'on a déjà évoqué ici que l'État ne pourrait pas disponibiliser un habitat décent à tous ses compatriotes. C'est comme ça que vous avez parlé des particuliers qui pourraient les faire. Alors, quand ces particuliers-là les font, ils les font comme ils veulent, ou il y a des standards, il y a des normes à suivre? Non, mais ils ne doivent pas le faire comme ils veulent. Mais vous savez que dans notre pays, le droit de bail apparaît comme un droit d'un homme fort qui se dit propriétaire de sa maison. Vous parlez d'un homme fort. Oui. Comment expliquer déjà? Oui, parce que le locataire qui n'a pas de logis se trouve dans une situation de faiblesse et cherche une maison. Et parce que le locataire est faible, le bailleur devient fort. Parce qu'il peut vous refuser l'accès à sa maison. Il vous dit, bon, ce n'est pas une maison à louer. Vous allez vous mettre à supplier. Et en suppliant, il peut vous proposer un type de contrat qu'on ne modifie pas. Mais tous ces élans d'abus sont tempérés par la loi. Évidemment. Oui. Comme les bailleurs doivent suivre les normes,
quels que soient les bailleurs. Alors, pourriez-vous nous énumérer ces normes? L'essentiel de ce que vous pouvez livrer à nos nombreux téléspectateurs. Oui, énumérer les normes, c'est pas possible pour moi parce que chaque disposition de la loi constitue une norme. Mais quelles sont ces normes de toute façon pour les droits des bails? Oui, mais les normes, j'ai dit... Les droits des bails au sens de suivi du bailleur, ce qu'il doit suivre, ce qu'il doit observer, l'essentiel. Oui, je pourrais reformuler autrement votre question ou votre préoccupation en ciblant plus ce qu'on appelle les obligations des parties dans un droit, dans un contrat de bail. Dans un contrat de bail, le locataire a des obligations, tout comme il a aussi des droits, et vice-versa, vis-à-vis le bailleur a des obligations et des droits. Oui, tout comme les locataires aussi a des obligations. Tout comme les locataires. Parlons d'abord des bailleurs. Commençons par les bailleurs. Le bailleur, en termes d'obligations, premièrement, il doit mettre à la disposition du locataire la maison louée dans un état habitable. N'est-ce pas? Il doit assurer... C'est une question de relance. Quand vous parlez d'un état habitable, concrètement, vous voulez dire quoi? Oui, on ne mettra quand même pas en location une porcherie. Vous dites, les animaux étaient élevés ici et venaient louer. Sans nettoyer tout ça. Non, vous devez mettre votre maison dans un état habitable. N'est-ce pas? C'est une obligation du bailleur. Mais oui, cette obligation a aussi des conséquences à la fin du bail. Voilà, alors vous parlez déjà de mettre la maison dans un état habitable. Et vous avez dit il doit assurer, allez-y, concernant les... Il doit assurer la jouissance paisible aussi à son locataire, n'est-ce pas? Il n'est pas permis, parce que vous êtes bailleur, de venir n'importe quand chez votre locataire. Ce n'est pas autorisé. Il y a même un aspect pénal là-dedans. C'est pas parce un aspect pénal. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous êtes un bailleur que vous pouvez vous inviter chez moi à temps et à contre-temps. Ce n'est pas possible. Vous violez le domicile en ce moment-là. Il y a donc, d'une manière ou d'une autre, une sorte de rendez-vous que le bailleur doit obtenir de son locataire. Mais les visites doivent être réglementées. En principe, le bailleur se dit que c'est sa maison. Non, mais c'est sa maison, mais ce n'est pas son domicile. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est sa maison, mais ce n'est pas son domicile. C'est sa maison, mais c'est mon domicile. Et le droit au domicile est même constitutionnellement garanti. On ne blague pas avec le droit au domicile. La vie privée est constitutionnellement garantie. Alors, un bailleur ne peut se présenter chez son locataire utilement que pour réclamer le loyer. Ah, c'est comme ça. Mais pour réclamer le loyer. Ici à Kinshasa, Maître José, il y a des bailleurs qui excusez-moi, qui se plantent devant la porte du locataire à partir de 6 h du matin pour réclamer le loyer. Oui, mais on dit que la dette est quérable. Ah, ils ont le droit de faire ça? Si, ils ont le droit de chercher. Vous ne savez même pas comment je suis réveillé? Comment je suis réveillé et puis vous vous plantez là? Mais oui, mais vous devez savoir que le terme de paiement est arrivé. On ne doit pas vous l'enseigner ou vous le dire. Alors, si, humainement parlant, la date d'échéance de paiement arrive, si vous n'êtes pas en mesure de payer parce qu'il y a eu un petit couac, un retard, vous appelez votre bailleur pour lui dire, écoutez, j'ai eu un problème, est-ce que vous pouvez accepter que je paye avec 2 jours de retard, 3 jours de retard? Écoutez, il y a des bailleurs qui ne comprennent pas ça. Non. D'autres, quand vous lui dites ça, ils disent, écoutez, préparez-vous à consommer votre garantie. Bon, on n'évoque pas encore la matière de consommation de garantie, mais quand même, ils se fâchent et ils disent que non, préparez-vous, vous allez partir. Non, bon, il faut pas présenter tous les bailleurs sur un mauvais jour, que tous, on a loué des maisons. Hein? C'est lorsque on abuse, on ne respecte pas le contrat, on dépasse largement, on cumule des arriérés de loyer, que les bailleurs se portent d'une certaine façon.
Mais sinon, un jour de retard, 2 jours de retard, ça passe. Selon même les contrats des bails, ou bien plutôt les droits des bails, que nous sommes en train d'évoquer ici, les délais là de retard, au maximum, ça devait être les combien? Non, mais les gens, le bailleur et le locataire s'entendent. Ah, c'est une attente alors. C'est en cela que c'est un contrat. Non, Parce faut qu'il y a négocier. deux volontés qui se mettent ensemble et qui décident. Et la conséquence, c'est que les deux parties doivent respecter ce qu'ils ont conclu. N'est-ce pas? Donc, un bailleur qui constate que au temps X qui était prévu pour le paiement de loyer, vous ne vous présentez pas, vous ne faites aucun signe. À 6 heures, il se présente. Il n'y a pas de violation de domicile parce que la dette est quérable. Il n'y a pas de violation de domicile. Oui, pas du tout. Mais lorsque vous êtes en règle de paiement, le bailleur n'a pas le droit de venir chez vous n'importe quand, sauf pour le droit de visite. Le droit de visite de la maison peut être réglementé, devrait être réglementé dans le contrat. Au courant de l'année, on peut avoir une visite, 2 visites, pour voir l'état des lieux. Donc tout cela devait être compris lors de la signature du contrat de bail. Bien sûr. Entre les deux parties. Entre les deux parties, vous devez vous entendre de la périodicité de la visite. Et ça ne peut se faire que dans ce cadre-là. Maître José, que direz-vous des bailleurs qui habitent dans la même parcelle que leurs locataires et par ricochet, d'autres qui habitent dans les mêmes bâtiments que leurs locataires? En ce moment-là, ils se voient tous les jours. Les bailleurs constatent ce qui se passe pour peut-être voir son locataire. Ils se disent bonjour, tout ça. Alors, dans ces cas d'espèce, est-ce que les bailleurs doivent toujours avoir les droits de visite? Oui, bon, écoutez, nous savons ce qui se passe. Le droit de visite permet aux bailleurs d'entrer au salon, d'entrer dans les chambres. Vous prenez vos dispositions. Donc, il vient en quelque sorte en inspecteur pour voir si vous avez gardé la maison en bon père de famille. N'est-ce pas? Il y a de ces locataires, je m'excuse, qui se comportent d'une certaine manière. Vous commencez à piler le pondou dans la maison, vous cassez les carreaux et tout ça pour ne pas avoir de problème à la fin du bail. Il est du devoir, si pas un droit pour le bailleur, de savoir comment sa maison est gardée. Et le droit de visite est organisé dans ces buts-là. N'est-ce pas? Donc, les bailleurs qui habitent avec le locataire, bon, je ne vois pas une loi qui interdit que le bailleur puisse habiter dans la même parcelle que son locataire. Mais quand vous êtes venu solliciter la maison, vous avez bien vu que le bailleur avait sa maison dans l'enceinte de la parcelle qui abrite votre maison. Alors, vous avez parlé de mettre en la disposition du locataire dans les obligations du bailleur. Oui. Donc, de mettre à la disposition du locataire une maison habitable. Vous avez expliqué. Vous avez parlé aussi d'une manière ou d'une autre de faire jouir les locataires. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter dans les obligations du bailleur envers le locataire? Je peux revenir sur le fait que, en principe, quand ce bailleur met à la disposition du locataire sa maison, un procès verbal d'état des lieux doit être établi. Pourquoi? Étant donné que le locataire est dans l'obligation de remettre la maison dans l'état où il l'a prise, il faut savoir quel a été l'état de la maison lorsque le bail a été conclu. Donc, il faut établir un procès verbal d'état des lieux. Donc, constatez que ma maison, quand vous êtes venu, vous locataire, vous l'avez trouvée dans cet état et c'est bien noté là. Vous devez la restituer dans l'état où vous l'avez prise. Ça, c'est une obligation du bailleur, du locataire aussi. Mais le locataire
devrait, plutôt le bailleur devrait donner la chose louée dans un état acceptable. Il devra aussi assurer une jouissance paisible aux locataires, outre le fait qu'il doit s'assurer aussi des grosses réparations. Ça veut dire quoi? Oui. Une maison peut avoir des vices cachés, n'est-ce pas? Il s'est fait que une certaine pluie s'abat sur la maison et l'eau s'infiltre. Ça va demander quoi? Ça va demander des réparations, des grosses réparations par exemple. Ça demande des grosses réparations. Les grosses réparations sont à la charge du bailleur. Sauf s'il conclut une convention subsidiaire qui permettrait au bailleur qu'il prenne en charge les grosses réparations, mais aux dépens du bailleur. N'est-ce pas? Aux dépens du bailleur. Non, vous voulez dire que s'il conclut une convention qui permettrait aux locataires de prendre en charge? Oui, il y a des locataires qui se disent, bon, je vois mon bailleur n'a pas assez de moyens, moi j'ai une grande famille, je ne peux quand même pas dormir dans une maison qui sointe. Écoutez, je prends en charge. Il y aura mais c'est à valoir sur le loyer. Ouais. C'est une convention subsidiaire qui vient soutenir le contrat de bail. Est-ce que du côté obligation du bailleur, comme vous êtes en train de relater là, peut-on dire que c'est l'essentiel pour qu'on passe au droit aussi du bailleur, parce qu'il a les droits. Jusque-là, vous parlez des obligations. Oui. Est-ce que les obligations, pour vous, c'est l'essentiel Oui, en effet, c'est l'essentiel. Alors, mais les droits du bailleur, il a aussi ses droits. Quels sont les droits du bailleur? Parce que souvent, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, on a tendance, excusez-moi l'expression, à diaboliser les bailleurs. Oui, bon, mais diaboliser, oui, à juste titre ou à tort. Mais le bailleur attend le loyer. Vous devez payer le loyer au bailleur. C'est son droit principal dans un contrat de bail. Vous devez lui payer le loyer. Vous payez le loyer selon les modalités convenues. Mais en dehors du loyer, vous devez garantir l'occupation de sa maison. Donc vous devez verser une caution. Une caution? Oui, la garantie locative. Ah oui. C'est ça la caution. Mais la garantie locative sert à quoi? Écoutez, là d'abord, pour la caution, il faut bien éclairer. Parce qu'il arrive qu'on signe des contrats de bail ou des papiers là. D'autres sont des papiers qui ne prennent pas vraiment la grande forme de contrat de bail. Écoutez, on signe, les bailleurs ont déjà 3 mois de garantie, mais pour l'ajout, il y a un montant supplémentaire qui est précisé par l'écriture que c'est la caution. Alors maintenant là, vous parlez de la garantie de la caution. Donc vous appelez la caution que c'est la garantie. Ça ne serait pas une confusion dans la tête des Quinois, par exemple? Non, la caution, c'est ce qui garantit. Ah, donc on voudrait... on a institué les 3 mois de garantie pour les bails non professionnels. Donc, c'est pour permettre comme on dit, domestique ou résidentiel. Oui, c'est pour permettre aux bailleurs, s'il arrivait que le contrat de bail cesse et que le locataire a cassé la porte, le plafond, le pavement, toutes les réparations locatives, le bailleur a droit de retenir une partie de la garantie locative pour réparer ce que vous avez abîmé. Et avec conséquence qu'il vous remettra la différence de votre garantie locative. N'est-ce pas? Ouais. C'est un droit pour lui de recevoir la garantie locative et de recevoir le loyer. Ce sont les 2 droits. Principalement, ce sont les 2 droits reconnus au bailleur. Ah bon? Et je vais vous poser une question plus ou moins compliquée. Les bailleurs, chez lui, il n'est pas loin, par exemple, de son locataire. Chez lui, il y a la foudre qui tombe et qui bazarde sa maison là.
Alors, il vient demander service à son locataire parce qu'il a, par exemple, 10 enfants et sa femme. Il dit, écoutez, je n'avais que ces 2 maisons. Je suis votre voisin. Là, je dois réparer. J'ai payé mon entendement, mais contactez de votre salon. Je répare vite et puis tout ça. En ce moment-là, les locataires refusent. Est-ce que cela devrait donner aux locataires les droits de refus, quand bien même les bailleurs savent que c'est sa maison, mais ce n'est pas son domicile, comme vous le dites? Parce qu'il y a des choses qui se passent ici à Kinshasa quand les bailleurs habitent dans la même parcelle avec son locataire. Non, mais le bailleur qui a perdu sa maison à la suite d'un cas de force majeure et qui vient solliciter la clémence du locataire, Oui. le locataire n'est pas obligé de le lui accorder. Il n'est pas obligé de le lui accorder, il a le droit de refuser. Mais s'il estime que la maison est si grande et qu'il peut accepter que son bailleur puisse occuper sa bouillerie, ça dépend de lui, n'est-ce pas? Le bailleur n'a aucun droit d'imposer à son locataire de vivre avec lui dans une même maison. Aucun droit. Mais à tout le moins, c'est une raison pour prévoir la fin du bail. Lorsque la foudre tombe sur la maison du bailleur, le bailleur est en droit de récupérer sa maison qu'il avait mise en location. Mais il ne peut pas récupérer ça subitement parce qu'il a Pas un du souci, tout, pas du tout. Ça. Mais là, excusez-moi, il va jeter toute une famille dans la rue. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Mais il doit actionner les clauses du contrat qui prévoient la cessation du bail. N'est-ce pas? Au besoin, il devra donner un préavis, n'est-ce pas? Et dans ces conditions-là, c'est un préavis qui est justifié. Parce qu'il ne faudrait pas que le bailleur, lui aussi, se retrouve à la belle étoile avec femme et enfants, alors qu'il a une maison. Donc, il n'a qu'à actionner les clauses du contrat selon les normes. Qui prévoit la cessation du bail. Vous parlez trop du contrat de bail, hein? Ça revient, c'est au centre de beaucoup de réponses que vous donnez. Alors, dites-nous, quelle forme doit prendre les contrats de bail? En fait, le contrat de bail, oui, c'est un contrat consensuel. Consensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat qui nécessite l'adhésion de volonté de 2 parties. N'est-ce pas? Le bail existe de par la volonté de parties. Mais il se fait que cette volonté doit être prouvée. Et pour prouver cette volonté, il faut un écrit. Donc, la preuve du contrat de bail, c'est un écrit. Mais attention. Oui, allez-y. La loi, je pense, 015, qui, à ce jour, réglemente les baux à loyer non professionnel. Quand vous dites les baux, c'est les pluriels des bails, alors. En effet, oui. Ouais. Qui réglemente les baux à loyer non professionnel, définit le contrat de bail comme un écrit. Un écrit. Ça, c'est la volonté du législateur. Il vous dit que le bail est un écrit par lequel une personne appelée bailleur met en location une maison au bénéfice d'une personne appelée locataire contre paiement de loyer. Donc c'est un écrit conformément à la volonté de notre législateur. En d'autres termes, oui, le bail verbal n'est plus accepté pour les baux non professionnels. Ah, là, ça me fait tiquer. Parce que ici à Kinshasa, j'ai vu, donc, d'une manière ou d'une autre, c'était conflit naître. Parce qu'au départ, il n'y a pas un vrai contrat de bail. Alors, d'abord, expliquez-nous. Est-ce qu'il y a un modèle de contrat de bail ou bien est-ce que l'État, à travers ses services, je pense, de l'habitat, impose aux deux parties un modèle de contrat de bail ou alors
C'est une histoire entre les particuliers. Que direz-vous, maître? Non, bon, actuellement, la loi oblige les parties à avoir un contrat de bail écrit. Parce qu'il est sujet à enregistrement. C'est écrit, à maître. ce jour. Si vous voulez, je ne vous coupe pas. Oui. C'est écrit. Mon souci, c'est de comprendre. Ces écrits-là doivent suivre les modèles que l'État a déjà confectionnés, l'État a déjà imposé, ou bien un bail peut se dire, écoutez, nous créons nos articles à nous, selon que l'essentiel serait qu'on puisse se signer, et s'il faut qu'il y ait un témoin, on peut avoir même un courtier qui vous a montré cette maison comme témoin, etc. Est-ce qu'il y a un modèle? Parce qu'à un moment donné, les bruits couraient ici à Kinshasa, que les services de l'habitat demandent à ce que les bailleurs aillent chercher un modèle de contrat de bail. Oui, mais ça, c'est pour protéger les deux parties. Parce que présentement, si vous n'avez pas un contrat écrit, c'est l'État qui vous en fournit au travers de son livret de logeur, je pense. Donc, à ce jour, le bail non professionnel ne se conçoit plus verbalement. Mais la loi laisse aux parties la possibilité de ménager leur accord. La loi limite, par exemple, le mois de garantie à payer, la caution à payer. Hein, il est interdit aux parties d'aller au-delà, de dépasser 3 mois. Mais la loi n'interdit pas que le bailleur et le locataire puissent s'entendre sur d'autres aspects. Par exemple, modalité de paiement de loyer. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je vais vous les payer anticipativement ou après avoir consommé le mois dans la maison? Ce n'est pas interdit. Le bailleur et le locataire peuvent s'entendre, dire non, écoutez, vous me payez par avance, n'est-ce pas? Ce n'est pas interdit. Le bailleur et le locataire, ils peuvent s'entendre aussi sur la manière dont leur bail va se dérouler. Ça peut être un bail à durée déterminée, ça peut être un bail à durée indéterminée, ça dépend des parties. Donc il y a un certain nombre d'aspects qui relèvent de la volonté des deux parties. Mais il y a aussi les aspects sur lesquels les parties ont abusé. L'État a réglementé, en a même fait des amendes, et plutôt des infractions ou des contraventions. Voilà. Et j'aimerais aussi comprendre une chose pour le bien de nos téléspectateurs. Donc, concernant toujours ces domaines de droit des bails, du côté des bailleurs, est-ce que quelque part dans les domaines de ces droits, il est prévu d'une manière ou d'une autre, si on peut dire ça, parce vous avez parlé d'obligations, des obligations et des droits des bailleurs. Oui. Dans les domaines des obligations, est-ce que les bailleurs pourraient payer un impôt? Mais c'est le contraire. Oui, mais c'est l'impôt sur le revenu locatif. Les impôts sur le revenu locatif, c'est le bailleur, c'est à charge du bailleur. Il fait comment? Parce que c'est lui qui reçoit. Est-ce qu'il coupe dans les loyers ou bien il impose au locataire d'ajouter quelque chose qu'on appelle impôt sur les revenus locatifs? Non, c'est dans le loyer. C'est dans ce loyer que l'IRL est prévu, n'est-ce pas? L'impôt foncier, c'est le bailleur qui paye, parce que c'est sa parcelle, n'est-ce pas? Ça sont des obligations vis-à-vis de l'État. Le bailleur doit les assumer. Mais il revient au locataire de payer la part de l'État sur l'IRL, n'est-ce pas? Parce dans son loyer. Oui, dans son loyer. Maître, soyez concret pour nous aider. Oui. Un locataire qui paye, prenons $100 oui. comme loyer. Alors, l'impôt, c'est à un pourcentage donné. Oui. Il s'est attendu avec son bailleur que je vais payer $100 par mois. C'est bien marqué sur les contrats. Alors, l'État qui commence au contrôle dit que non, ici, je ne vois pas d'impôt locatif. Sur le revenu locatif, voilà. oui. Qu'est-ce qui se passe?
ces bailleurs-là, c'est comme si ils sautent, ils disent non, écoutez, mon locataire, mon cher Clément ou mon cher José, excusez-moi bien que vous ne soyez plus locataire, vous avez un chez vous approprié, c'est pas dans le mauvais sens. Alors que j'ai dit ça, mais c'est pour ne pas commettre des confusions. Écoutez, vous devriez m'ajouter, exemple, 10%, parce que je dois payer l'impôt sur les revenus locatifs. Et on commence maintenant les contrôles, au risque de m'obliger de payer l'amende. Dans ce type de choses, comment est-ce qu'on pourrait départager Non, mais c'est clair. Là, en ce moment-là, le bailleur viole une clause du contrat. Parce qu'il y a une clause du contrat qui prévoit le taux du loyer. On ne devrait pas aller au-delà de ce qui est prévu. Et un locataire avisé ne peut pas se laisser faire. L'IRL se paye sur le taux du loyer qui est convenu dans le contrat. Donc c'est en charge du bailleur. C'est à charge du bailleur. Voilà. Le locataire remet son argent à la fin du mois. Oui, et c'est dans cet argent-là que le bailleur doit payer l'IRL. N'est-ce pas? Il ne peut pas venir chercher à ajouter une portion du prix, hein, le taux du loyer, pour permettre de garder intact ce qui a été prévu dans le contrat et de faire payer aux locataires l'impôt sur les revenus locatifs. Non, ça n'existe pas. Alors, nous chutons petit à petit. Dans cette première partie de ces grandes thématiques, les droits des bails, puisque c'est vraiment vaste, on ne saura pas en un seul numéro conclure l'essentiel. Donc, dans la deuxième partie, sachez déjà que vous aurez toujours ce domaine des droits des bails. Là, on parlera plus du locataire au sens des droits et devoirs du locataire. Et il y aura une troisième partie où on va conclure, donc au sens de voir comment l'État devrait accompagner, céder, et les types de conflits qui naissent pour les contrats de bail. Donc c'est pour votre bien. Et Maître José est là en tant qu'expert des droits pour nous éclairer cette lanterne. Maître José, nous voudrions savoir aussi une chose dans ces domaines, puisque vous avez parlé des jouissances dans laquelle le bailleur devrait mettre son locataire. Mais si par exemple, au sens des droits et devoirs du bailleur, un locataire s'amène avec 10 personnes dans une maison, et donc vu qu'à Kinshasa nous sommes vraiment nombreux, et lui paye son loyer régulièrement. Je vais savoir par rapport au bailleur, est-ce que le bailleur aura droit de chasser son locataire ou lui demander de réduire le nombre de sa famille? Ça, c'est la première question. La deuxième, par rapport à ça, un locataire qui s'amène avec 5 enfants. Il fait, par exemple, 6 ans dans une maison. Et les enfants les fait que naître. Ils arrivent au nombre de 8. Est-ce que pour ça, les bailleurs, dans ces droits, pourraient dire au locataire, écoutez, vous êtes maintenant nombreux, j'ai le droit de revoir les clauses du contrat? Ça ne se justifie pas. Ça, c'est un abus de droit. C'est un abus de droit. C'est un abus de droit. Le Mais bailleur, vous me surprenez parce que... s'il vous plaît, Oui, le bailleur n'a pas le droit d'imposer un planning familial à son locataire. Mais le bon sens, parce que l'aspect que vous venez de soulever, une maison qui est habitable par 5 personnes, mais vous recevez, en dehors de ces 5 personnes, vous recevez 10 personnes. Ça aussi, c'est un abus du côté du locataire. Parce que toute maison a une capacité d'accueil, n'est-ce pas? Vous risquez de mettre les gens sur la toiture. Ça ne s'explique pas. Maître José, je suis du côté de la population. Il ne faut pas oublier qu'il y a des difficultés majeures à Kinshasa par rapport au loyer. Un papa qui touche, exemple, $200, il a 7 enfants. Il n'a pas les moyens de louer une maison de 3 chambres, etc. Alors, il loue une maison de 2 chambres, il cache ses enfants dedans. Où est votre problème? Non, ces enfants. Votre question était claire. Il a pris la maison, il avait 5 enfants. Après un certain nombre d'années, le nombre des enfants augmente.
J'ai bien répondu que c'est un abus de droit. Le bailleur n'a pas de droit, le droit d'imposer le nombre d'enfants à son locataire. Mais, dans un autre aspect sur votre question, vous avez évoqué la situation d'un locataire qui reçoit d'autres personnes. C'est en ce moment-là que je vous dis, chaque maison a une capacité d'accueil. Il ne faudrait pas que, du fait du surnombre dans la maison, toute la maison s'abîme. N'est-ce pas? Je n'aimerais pas évoquer d'autres aspects tout à fait ridicules sur l'utilisation des lieux d'aisance qui vont en pâtir aussi. Quand vous avez une maison de 5-10 personnes, vous hébergez 15 personnes, ça fait un problème. Ça fait un problème. Donc, de part et d'autre, il ne faut pas abuser de leurs droits. En tout cas, ça me rappelle quelque chose. Il y a mon oncle paternel qui avait une expression qu'il avait lancée, même dans un match, dans un terrain de football, le nombre est limité. Donc, bien sûr, même dans un match de football, le nombre est limité. Hein? Sur un terrain de football, c'est limité. Vraiment. Ah oui. Maître José, nous sommes à la fin de cette émission par rapport au droit des bails. Et là, nous avons expliqué ce que c'est l'habitat, ce que c'est les bails. Et nous avons martelé sur les obligations et droits du bailleur. Prochainement, ça sera donc plus sur les locataires. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire en termes de conclusion pour cette première partie du droit des bails? Oui, je pense que le niveau de développement de notre pays a érigé le bailleur en empereur. Oui, heureusement que l'État a réglementé, mais je sais qu'il se pose encore un problème d'application ou d'applicabilité de la loi. Mais il revient à l'État de veiller à ce que celui qui se trouve quelque peu dans une position de force n'abuse pas de ce droit. Et que tous les bailleurs ne sont pas mauvais. Il y a de très bons bailleurs. Et il y va de l'intérêt de l'État de protéger les bons bailleurs. Parce que vous savez qu'on a souvent tendance à protéger les locataires au détriment des bailleurs. Mais je ne sais pas, est-ce que parce que notre population, dans sa grande majorité, se trouve dans une situation de locataire, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'État doit veiller au respect des droits et des obligations de toutes les parties. Ok, Maître José Yombo Timpangila, oui, de cette grande asbelle, les Salomon Justice et Promotion. Merci. Merci, M. Clément. Pour tout cet éclairage qui m'édifie également. Il y avait des zones d'ombre dans moi aussi, dans ma tête, je vais dire. Là, même nos amis techniciens qui sont là, ils sont édifiés. Je les vois. Et vous aussi, chers téléspectateurs, au deuxième numéro de ces droits des bails, à la prochaine opportunité. Bonsoir.